Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo de présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 17, épisode exceptionnel parce que toujours autant de transparence, toujours autant d'honnêteté à vous présenter les screenshots de mes portefeuilles. Ok, recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc pour les plus pressés, voici les photos de mes portefeuilles. Donc le compte titre, hop, le PEA, voilà. Et pour les moins pressés, on va voir tout ça ensemble en commençant par le fichier Excel. Ok. Alors cette semaine, j'ai perdu 1,76% de mon portefeuille. Je passais de moins 9,65% la semaine dernière à moins 11,41. Donc on peut voir le même chiffre ici. J'ai perdu moins 276,97 euros sur la semaine. Donc j'en suis à moins 1800 euros depuis le début de l'année. Et depuis que j'ai commencé la bourse en avril-mai 2020, il me reste seulement 351,94 € de gains. Donc voilà, donc en 2 ans, il me reste seulement 351,94 € de gains. Le CAC sur l'année a fait moins 7,11, donc je fais 4% de moins bien que le CAC. Le CAC dividende réinvesti a fait moins 4,37% sur l'année, donc j'en suis à moins 7% par rapport au CAC GR. Et nouveauté cette semaine, je vous ai mis le CAC Small. Parce que comme on l'a vu dans une précédente vidéo, je suis à plus de 60% investi en small et mid. Donc voilà, donc je trouvais ça intéressant. Donc le CAC Small est à moins 21,80% depuis le début de l'année. Et là, je fais 10% de mieux. Ok, mes liquidités, rien n'a changé. Je remets pas jusqu'à la fin d'année, comme j'avais dit. Ma liste de courses n'a pas changé également. Et pour revoir ma répartition, voilà, par taille d'entreprise, donc j'en suis à 64% de mid et small dans lequel j'ai investi. C'est pour ça que j'ai rajouté le CAC Small à voir toutes les semaines du coup, pour se comparer. Ok, donc les rendements, rien n'a changé, je le montre au cas où. Voilà. Et pour ceux qui tombent sur ma vidéo pour la première fois, donc je vous informe qu'il y a une vidéo qui présente mon résumé de mon parcours boursier de mars 2020 à maintenant, à septembre 2022. Voilà, comme ça vous en saurez beaucoup plus sur ma façon de faire et ma psychologie. Ok, donc je pense que pour le fichier Excel, c'est bon. On va passer hop, au portefeuille. Donc le compte titre, donc on revoit les mêmes chiffres ici. Donc le CAC a fait plus 0,76% sur la semaine et moi j'ai fait moins 1,76%. Donc c'est nul. Je me fais distancer de plus en plus par le CAC. J'ai perdu presque 300 euros sur la semaine. Voilà. Il n'y a plus les ordres au SRD comme on a pu voir la semaine dernière. Je les ai vendus. Donc on va commencer par ça. Voilà, j'ai vendu très rapidement Eurofins parce que j'ai vu qu'il y avait une grève. Je me suis dit que ça allait pas aller dès le titre. Je l'ai vendu tout de suite. Et je me suis gardé quand même Trigano au cas où. Mais bon, ça l'a pas fait. J'ai même coupé avant l'objectif, il me semble. Voilà, donc 46 euros de perdu parce que je m'ennuyais, que j'ai voulu tenter un truc. Voilà, mauvais timing, FOMO. Clairement FOMO. J'aurais pu préparer d'ailleurs FOMO. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc FOMO, Fear of Missing Out. On va le faire tout de suite en direct. Transparence, honnêteté, n'oubliez pas de mettre des pouces. C'est super sympa. Le syndrome FOMO ou anxiété de ratage est une sorte d'anxiété sociale caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou un autre événement quelconque donnant une occasion d'interagir socialement. Bon, pour remettre ça dans le contexte de la bourse, ça veut dire que la bourse montait très fortement dernièrement, que moi j'étais plutôt baissier, j'étais surpris par cette hausse. Au dernier moment, à la fin, j'ai voulu en profiter en me disant: «Bon, si ça peut pas te perdurer encore, 3, 4, 5, 6 jours de plus et que je peux faire quelques gains, pourquoi pas?» Donc je suis rentré dessus et évidemment c'était trop tard, c'était la fin. Donc voilà pourquoi, je suis en perte de 46 € là, sur ces 2 trades cette semaine.
OK. Alors Total Energy a fait plus 0,84% sur la semaine. J'en suis à plus 80% depuis que je l'ai acheté. Il me semble pas qu'il y ait de news. Non, à tous. OK. Alors en graphique, ça nous donne quoi? En graphique, ça nous donne ça. Donc c'est magnifique, surtout depuis le Covid. Là, on est un peu haut actuellement. On latéralise à un prix un peu cher. Ça distribue légèrement depuis 2 jours, donc certainement qu'il y en a qui des court-termistes sont sortis. Bon, voilà, pour moi, on est un peu cher à ces prix-là. Ça latéralise, ça peut très bien encore performer. Hem, le prix du baril de pétrole a baissé et pourtant pas Total. Voilà, donc pour moi, il y a encore du potentiel pour monter, potentiellement. Sachant que là, dividendes réinvestis, on est, largement à des plus hauts historiques, hein. Et dividendes non réinvestis, il me semblait pas. Voilà, c'est ça. Donc on n'est pas encore revenu au prix de 2007. Donc pour moi, il y a encore une marge pour aller à 60 euros, voire plus loin. Ce n'est que mon avis d'amateur et actuellement c'est Lateralis. Ok, on va essayer de faire un peu plus vite. Ubisoft a encore perdu 6,46% sur la semaine. J'en suis à moins 47% depuis que je l'ai acheté. Donc il y en a vu qu'il n'y avait pas de news. Donc à ces prix-là, c'est des prix pour moi hyper intéressants, hein, mais c'est un couteau qui tombe. Clairement, c'est un couteau qui tombe. Est-ce qu'il va pas tomber encore plus bas? Certainement. Les couteaux qui tombent se plantent sur plusieurs mois. Donc il n'y a pas de raison de se presser sur Ubisoft. Voilà, je sais, mais malgré tout, je me suis renforcé alors qu'il n'est pas planté, hein. Donc voilà, donc potentiellement on peut aller à 20 euros. Là, on est sous une résistance pour moi, on latéralise. Mm. Voilà, on latéralise. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va descendre plus bas? Les Bollinger sont en train de s'écarter. Donc il va se passer quelque chose. Et pour l'instant, ça prend la direction du sud. RSI en dessous de 50 depuis un bout de temps, hein, depuis la fin de. Euh, il y avait une spécu comme quoi Ubisoft, enfin Tencent pourrait rentrer plus fortement au capital d'Ubisoft. Donc depuis qu'il n'y a plus de spéculation à ce niveau-là, le RSI en dessous de 50 et veut pas remonter. Ok. Cumulus Vape, moins 0,43% sur la semaine. J'en suis à moins 18% depuis que je l'ai acheté. Alors, donc c'est là, c'est ma valeur OCA BSA. Donc, il faut pas acheter les entreprises avec OCA BSA. Ça dilue l'actionnaire, ça met une pression baissière sur le titre et les entreprises qui ont recours aux OCA BSA, c'est des entreprises qui sont généralement en perte ou en tout cas qui ne peuvent pas faire appel aux banques pour emprunter. Donc, elles sont obligées d'emprunter en faisant des OCA BSA, ce qui dilue les actionnaires. Donc, il faut absolument jamais normalement rentrer sur l'entreprise OCA BSA. Il se trouve que moi je suis rentré dessus, je l'avais pas vu. Voilà. Malgré tout, elle est bénéficiaire comme entreprise. On en avait besoin au début de sa vie d'entreprise. Pour lever des fonds, depuis, elle est largement bénéficiaire. Elle a une très très forte croissance. Donc, il y a une pression baissière. Et depuis quand même la sortie des chiffres, là, je sais plus c'était quand, mais bon, début novembre, on va dire, certainement, fin octobre, ça se reprend quand même très très bien. La pression baissière des OCA-BSA est contrée un petit peu par certainement des nouveaux entrants qui arrivent avec du volume. Donc voilà. Personnellement, j'y touche pas avant juillet 2023. euh, s- surtout parce que je suis déjà bien dessus, quoi. C'est déjà ma troisième position, il me semble. On va revoir ça vite fait. Pardon. Donc Cumulus, c'est ma deuxième position actuellement, hein, en montant investi. C'est pas les montants actuels, c'est les montants investis. Donc voilà pourquoi moi je me renforce pas dessus avant l'été 2023, voir à quel prix sera Cumulus Vape à l'été 2023. Écoutez, en tout cas pour l'instant, comme j'ai dit, ça performe bien. Ça performe bien. Euh, à suivre, à suivre.
On a fait des plus bas que les précédents. Pour l'instant, on n'a pas fait plus haut que les précédents, hein. Donc, prudence. Prudence, c'est qu'un rebond sous MM200 jours sur une société OCA BSA. Donc, gaffe. Ok, Xilam, moins 3,60% sur la semaine. J'en suis à moins 32%, de 33 presque. Depuis que je l'ai acheté, il n'y a pas de news. Donc Xilam, ça a très bien performé jusqu'en 2018. Trop, il y avait une bulle, hein, clairement. Depuis, ça latéralise, donc ça consolide. Ouais. Donc là, on arrivait à des niveaux hyper intéressants pour moi, à mon avis, d'investisseur long terme amateur. Mais voilà, à court, moyen terme, qu'est-ce que ça va faire Xilam? Franchement, je sais pas trop, hein. Je pense pas que ça puisse descendre plus bas. Je pense pas sincèrement que ça puisse descendre plus bas que les 29 € là. Voilà, après, si je l'ai acheté plus cher, c'est parce que je pensais pas qu'elle pourrait aller plus bas. Donc voilà, faire gaffe. Mais quand même à ces prix-là, bon, c'est des prix qui paraissent intéressants, graphiquement. Ok. Alors, avant de passer au PEA, je vous ai fait un petit dossier par rapport à la vidéo de Xavier Delmas qu'il a fait cette semaine où il listait les 10 plus grosses erreurs faites par les amateurs. Et à la fin, il a fait un top 6. Alors, donc pour lui, les plus grosses erreurs, ça commence par ne pas investir. Ne pas investir, c'est une grosse erreur. Voilà, laisser son argent sur un fonds qui rapporte 2% avec l'inflation à 10, voilà, et sur le long terme, c'est une très grosse erreur. Donc ça, on est tous d'accord là-dessus. Personnellement, j'investis, donc ça va. Oui, je vais le faire par rapport à moi, hein, ces 6-là. Je vous laisse voir sa vidéo. Elle est en description de cette vidéo. Et Xavier Delmas, il est super. C'est une institution chez les investisseurs boursicoteurs francophones. Je vous invite fortement à aller voir ses vidéos si vous ne connaissez pas. Donc, deuxième erreur, ne pas investir en actions. Ne pas investir en actions. Non plus, c'est une petite erreur. Il faut pas se forcer. Voilà. Si t'es pas convaincu par les actions, il faut pas se forcer. Tu peux très bien faire de l'IMO ou du crowdfunding. Voilà, donc c'est pas un souci pour lui. Ok. Ne pas diversifier. Ne pas diversifier, c'est une grosse erreur. Donc moi en tout cas, pour revenir aux actions, excusez-moi, c'est un peu décousu. Voilà, j'investis en actions, donc pas de souci pour moi, pas d'erreur à ce niveau-là. Ne pas diversifier, donc ça c'est une grosse erreur. J'estime être diversifié, mais je suis mal diversifié, on est d'accord. Je suis pratiquement 100% sur les entreprises françaises, et ça c'est pas de la diversification. Donc grosse erreur pour lui. Voilà, malgré tout, bon, je suis relativement diversifié dans le sens où avec 15 000 €, j'ai 19 lignes. Ça va quand même. Timer le marché, c'est une grosse erreur. Donc, je suis d'accord avec lui. Il précise que si tu as une poche d'argent de 10, 15, 20% de ton portefeuille et que ça fait partie de ta façon de faire, de ta technique, c'est pas forcément une grosse erreur. Voilà. Timer le marché, la grosse erreur pour lui, c'est quand tu veux tout vendre pour essayer de racheter plus bas. Voilà. C'est ce que mon ami Maxime vous avait dit dans sa vidéo de la semaine dernière, je crois, qu'il hésitait à vendre tout son portefeuille pour acheter plus bas. Voilà, pour Xavier Delmas, ça c'est une grosse erreur. Je suis d'accord avec lui. Donc personnellement, je time pas le marché. Effectivement, j'ai 17% de cash. Je souhaite même être à 30% de cash sur le long terme, sur un compte rémunéré pour profiter des grosses baisses. Mais c'est surtout parce que j'ai une faible capacité de mettre de côté chaque mois et que du coup, si je fais pas ça, forcément, je me retrouverai avec 0 cash le jour où il y a un crack. Donc, OK. Faire du trading, grosse erreur. Donc grosse erreur, je suis d'accord avec lui. J'estime pas en faire ou voilà. Bah, il dit que c'est une grosse erreur, mais si tu fais avec une petite somme, c'est OK. Donc personnellement, voilà, j'ai quand même une petite somme aussi. Je me réserve 1 000 € normalement pour faire du trading.
à court terme, essayer de profiter des bonnes opportunités à court terme. Bon, aujourd'hui, les 1 000 € sont bloqués sur, Big Ben, grosse erreur, et sur Nekon, donc grosse erreur également. Et j'ai encore perdu là 40 € en faisant du trading, par rapport à ma position SRD que j'avais pris la semaine dernière. Donc voilà, donc il faut voilà, plus ton temps d'investissement en bourse est court et statistiquement, plus tu as de chances de perdre en capital. OK. Ne pas se renseigner sur les entreprises sur lesquelles on investit est une petite erreur pour Xavier Delmas. Alors il nous précise, c'est une petite erreur si tu achètes des ETF. Si tu investis en ETF, oui, il y a aucune raison de s'intéresser aux entreprises qui constituent l'ETF. Par contre, si tu investis en actions, il faut se renseigner et là, c'est une grosse erreur si tu investis en actions. OK. Utiliser l'effet de levier, grosse erreur et il a mis il a mis un éclair, hein, c'est vraiment le sa plus grosse erreur, hein. Alors, oui, il a dit que c'était une grosse erreur. Alors, on va revenir, un petit peu avec faire du trading. Pour moi, il l'a pas dit dans sa vidéo, mais, si sur une petite portion de ton portefeuille, tu veux prendre du BX4 par exemple, ou du LVC, donc le BX4 hem, c'est pour jouer la baisse, du CAC avec un effet de levier fois 2. Donc déjà seulement fois 2, c'est pas énorme. Et sur une petite portion de ton portefeuille, je pense que Xavier Delmas te dira que c'est une petite erreur, hein, voire pas une erreur du tout, comme il avait dit pour le trading. Pour moi, c'est une sorte de trading quand tu prends le BX4 ou le LVC. OK, en tout cas, moi, j'en fais pas. J'en fais pas, j'ai pris le SRD la semaine dernière, donc voilà, donc ma façon à moi de prendre du levier, c'est en utilisant le SRD. Pour rappel, le SRD, c'est une somme que ton broker te «prête» entre guillemets, voilà, pour te forcer à faire plus, à te faire plus d'achats et de reventes, et lui, il se rémunère plus tu fais d'achats, plus tu fais de reventes, hein. OK. Donc acheter des sociétés non rentables, c'est une petite et une grosse erreur. Donc petite, s'il précise, si petite partie du portefeuille. Donc personnellement, j'en ai pas. Encore une fois, Maxime qui présente son portefeuille toutes les semaines sur la chaîne Calibourse, lui a Entech. Hem, donc Xavier Delmas en parle, alors pas de Entech, mais des petites erreurs si tu achètes dans une société non rentable. Il dit: «OK, si ça correspond à une entreprise, en forte croissance et que ça représente une toute petite partie de ton portefeuille». Donc c'est le cas pour Maxime, donc petite erreur pour Maxime et moi perso, j'en ai pas, donc je suis content. OK, ne pas couper ses pertes, c'est une petite erreur et liée à ne pas laisser courir ses gains, grosse erreur. Donc c'est les 2 dernières erreurs. Alors ne pas couper ses pertes, petite erreur, il dit: «Si tu t'es bien renseigné sur les entreprises sur lesquelles tu investis, OK, même si, et que tu es diversifié, donc ne pas couper ses pertes représente une petite partie de ton portefeuille et bon la vaisselle est finie, super. Donc une petite partie de ton portefeuille et si c'est une entreprise qualitative, bon ça arrive et ça va remonter, normalement. Si tu as bien fait tes devoirs et que si tu as bien investi sur l'entreprise qualitative. OK et personnellement donc c'est l'une de mes grosses erreurs à moi de ne pas savoir couper mes pertes parce que je tombe amoureux des entreprises. Donc voilà, non, mais c'est une petite erreur, mais il faut pas non plus que, j'ai 50 de mon portefeuille en perte, quoi. Actuellement, je j'ai beaucoup trop d'entreprises qui sont en perte que j'ai pas coupées. Donc pour moi, ça serait une grosse erreur, dans mon cas à moi. OK et ne pas laisser courir ses gains, grosse erreur. Donc il précise dans sa vidéo, que c'est courant d'avoir une entreprise, qui fait 100 en performance sur 10 ans. Il dit que ça représente plus ou moins 7 de croissance par an et que c'est courant d'avoir 100 sur l'entreprise, donc c'est pas une raison forcément pour couper. Alors moi, je vous avais parlé de Total que je souhaitais, couper, arriver à 100 de gains, voilà, mais c'est pas en 10 ans que j'aurai 100 de gains sur Total, ce sera en 2-3 ans et c'est la seule, que j'ai envie de couper à 100.
et surtout parce qu'elle est sur le CTO. Donc, dans ce cas, dans l'unique cas de Total que je souhaite peut-être couper, on verra encore, hein, arriver à 100% de gain, ce serait une grosse erreur. Bon, à voir. À suivre, voilà. Donc, c'était la vidéo Xavier Delmas. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et à la fin, il nous fait le top 6. Donc, le top 6 des trucs à pas faire quand tu es un investisseur amateur, c'est utiliser l'effet de levier en 1. En 2, ne pas diversifier. En 3, ne pas timer le marché. En 4, ne pas laisser courir ses gains, slash ne pas couper ses pertes, quoi. Et la dernière, ne pas investir dans les sociétés non rentables. Donc, grosse erreur d'investir dans les sociétés non rentables. Voilà. Ok, donc c'était pour faire le point sur la vidéo Xavier Desmas. C'était super intéressant pour nous, les amateurs en bourse. Donc, on arrive sur mon PEA. Mon PEA, donc c'est les mêmes chiffres que sur le CTO en haut, hein. Je fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. Donc, Coface a pris plus 3,45% sur la semaine. Super. Donc, je suis passé en positif. Donc, il n'y a pas de news. Graphiquement, ça donne quoi? Graphiquement, ça donne que ça latéralise là sur un support au-dessus des M200 jours. Et vendredi, elle a très très bien performé vendredi, avec un peu plus de volume que d'habitude. Le RSI, il est au-dessus de 50 depuis un bout de temps maintenant, depuis début octobre. Voilà, donc depuis cette grande bougie là d'impulsion avec le gap. euh, avec le gap. Ok. Donc où est-ce que ça va aller? Bah, j'espère que ça va performer, hein. Mais sincèrement, j'en sais rien. C'est vrai qu'on s'approche de plus en plus de la saison des dividendes. Donc on est à 6 mois de la saison des dividendes. Peut-être que certains essaient de se positionner. À ce prix-là, elle a quand même un super rendement. Surtout qu'ils nous disent faire leurs chiffres. Donc je m'attends à avoir un dividende égal à celui de l'année dernière pour l'instant. Voilà. Après, faire gaffe pour 2023. La conjoncture risque d'être différente avec plus d'entreprises qui déposent le bilan, ce qui devrait potentiellement peser sur les comptes de cette société d'assurance. Ok. Atos, elle a fait moins 10% sur la semaine. J'en suis à moins 34% depuis que je l'ai acheté. Il y avait une news. Alors, Atos négocie la cession de ses activités en Italie à la société Lutech. Alors, il nous précise dans le communiqué qu'il y a un plan de cession chez Atos. Voilà, cette transaction supplémentaire nous permettra de sécuriser les 2 tiers de notre programme de cession de 700 millions d'euros, qui est en bonne voie. Et Atos a déjà empoché 220 millions d'euros grâce à la cession de sa participation dans le spécialiste des paiements Worldline. Ok. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est une bonne chose qu'ils. Alors, c'est un peu vendre les bijoux de famille, hein. Voilà. Mais en tout cas, ils récupèrent du cash, ils ont besoin de cash. La scission qu'ils vont faire va leur coûter cher. J'ai pas envie d'une AK en plus de mes grosses pertes et en plus de la scission à venir. Donc voilà, donc s'ils pouvaient récupérer du cash, ça m'arrange. Je vous ai mis en même temps. Alors, l'excellent Lumi du Discord nous met régulièrement les mises à jour des VAD sur les différentes entreprises. Donc là, c'était pour parler d'Atos, qui est en baisse. Alors, c'est daté du 17 novembre. On a toujours un temps de décalage. Euh, on ne sait jamais le jour même ce qui se passe sur les entreprises, hein. Donc, on a toujours 1 ou 2 jours de décalage. Les sociétés le déclarent le jour même, tant que ça soit mis en route sur les sites internet, tout ça. On a toujours avec 1 ou 2 jours de décalage. Donc, en date du 17 novembre, la VAT sur Atos représente 14,54% du capital et en baisse de 1,62% par rapport à la veille, au 16. Ok, donc je voulais voir pour les autres entreprises. Je n'ai pas ces entreprises dans mon portefeuille, donc je vous laisse faire pause. Moi, je continue. Donc en graphique, ça donne quoi Atos? Ok, donc en graphique, ça donne ça, une grande tendance baissière. On s'était repris depuis avoir touché un point bas là, à presque 7 euros. Ok, c'est accumulé depuis qu'on a touché les 7. Ok, et donc là, c'est en tendance haussière de court terme. Et on a, malgré la grande baisse là, de cette semaine des moins 10%, on est toujours dans la tendance haussière, hein.
On a préservé les voilà, on est sur les 50 de Fibonacci en clôture et on est au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc rien n'est perdu, RSI toujours au-dessus de 50. Voilà, donc la VAT se rachète, mais petit à petit. Moi, mon scénario, c'est de galérer avec Atos jusqu'à la scission et éventuellement à la scission, que la plus belle des 2 entreprises performe et me permette de récupérer mes sous. L'autre entreprise, je sais pas ce qu'elle va faire. Voilà mon point de vue sur Atos. Et sinon, j'avais mis alors en vidéo d'analyse technique en semaine, j'avais mis une résistance oblique baissière. J'avais dit si éventuellement ça passe au-dessus, opportunité d'achat. Donc là, on voit que voilà, on a toujours clôturé en dessous. Potentiellement lundi, on pourrait repartir ou repartir au sud, hein. Donc à suivre, Atos, là, c'est encore une bougie de confirmation pour savoir ce qui se passe pour moi. Ne pas casser les 50 de Fibonacci, déjà, c'est pas mal. Et ne pas avoir cassé la moyenne mobile court terme, c'est pas mal aussi. Donc à suivre ce qui va se passer sur Atos, hein. OK, suivant, Orange. Orange, elle a rien fait sur la semaine. J'en suis à plus 2% depuis que je l'ai acheté. J'ai pas vu de news. Je crois pas, hein. Si? Ah si. Négociation en cours entre Orange et Canal+ pour le rachat d'OCS. Bon, écoutez, moi ça me va. Je vois pas ce qu'ils ont été faire dans les médias Orange. Bon, c'est pas leur cœur de métier. Donc ils vendent. Super, ça va faire du cash. C'est pas la news du siècle, hein. Ok, Orange, donc Orange, un peu comme Atos, elle a touché un point bas là le 7 octobre à 9,10 €, 9,80 €, pardon. Et depuis, ça performe bien. Depuis, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. On est sous résistance, mais on a passé la résistance oblique baissière, oui, pour l'instant. Donc on est sous la grosse résistance des 9,80, 9,90. RSI au-dessus de 50 depuis fin octobre. C'est pas accumulé de folie, hein. Bon, à ces prix-là, pour moi, pour un investisseur, un début de ligne, je trouve ça pas mal. Permet de pas trop stresser sur cette entreprise. Ensuite, dès que ça passe en dessous de ton PRU, c'est l'opportunité d'achat. Voilà, donc pas trop de stress. Dividende qui arrive bientôt là, 30 centimes en décembre. Et de nouveau 60 ou 50 centimes en mai ou en juin. Donc ils versent en 2 fois leur dividende Orange. Voilà, donc déjà passé 9,89, 90, et enfin, arriver au-dessus des 10 en fait, pour essayer d'avoir une tendance haussière et essayer de voir plus loin. Pour l'instant, c'est sous résistance, quoi. Donc, ça paraît bien parti, mais il n'y a rien de sûr. Ok, donc Orange c'est bon. Amundi, elle a fait moins 0,90 sur la semaine. J'en suis à moins 11 depuis que je l'ai acheté. Donc pas de news, hein, par contre, cette fois. Non. Donc Amundi, c'était bien repris là depuis les 41 €. Ça s'est super bien repris. On a préservé les 23,6 de Fibonacci et vendredi, c'est repassé au-dessus des M200 jours. Donc à voir ce qui se passe sur le CAC. Là, on est un peu haut sur le CAC. On ne sait pas trop si ça va consolider, à quel point ça va consolider, ou s'il y a suffisamment d'acheteurs pour que ça reparte. C'est aussi un scénario, hein. C'est pas le mien, mais bon. Donc en tout cas, Amundi semble rechercher. On est toujours au-dessus de 23,6 de Fibo, donc c'est super, hein. Pour rappel, préserver les 23,6 de Fibo, ça démontre une très grande force. Préserver les 38,2 de Fibo, ça représente une certaine force. Et arriver à 50%, donc là, ça devient très très moyen, hein. Et si on casse 50%, donc généralement, la tendance court terme est cassée, hein. Ne pas casser les 38,2 de Fibo, généralement, pour casser la tendance de court terme. Ok, donc RSI au-dessus de 50, en tout cas, ça repassé au-dessus des M200 jours. Potentiellement, il y en a certains qui sont rentrés dessus là pour la première fois vendredi. Voilà, je le comprends. Dangereux, donc avoir un stop en dessous des M200 jours. Voilà, pour l'investisseur à long terme, il me semble que le mieux, c'est quand même en dessous de 50 si on y retourne. Si on y retourne.
Ok, suivant. Reworld Media. Reworld Media, elle a fait moins 8,50% sur la semaine. Je suis repassé en négatif. J'en suis à moins 6 depuis que je l'ai acheté. Donc, il n'y a pas de news. Reworld Media. Donc, on a vu que le CAC Small, il prend cher hein, ce temps-ci. On peut peut-être même le voir là rapidement. Donc, le CAC Small, il est toujours en grande tendance baissière, contrairement au CAC. On voit que le rebond sur le CAC Small est beaucoup moins fort que le rebond sur le CAC. Et la baisse de cette semaine-là, surtout de mercredi 16 novembre, est beaucoup plus forte sur le CAC Small que sur le CAC classique, hein. Voilà, c'est le même CAC. Voilà. Donc le rebond, c'est pas le même. On latéralise pas du tout au même niveau par rapport au CAC Small. Ok. Donc j'en étais à Croissance, je crois. Reworld, pardon. Reworld, on y retourne. Ok, donc Reworld Media. Donc moi, la dernière fois que je me suis renforcé, c'était à 5 euros. Je mettrais, tiens, prêt éventuellement à ce qu'on est à 4,50, voire même 200 jours. Voilà, donc pour l'instant, c'est en baisse. Pour l'instant, c'est en tendance baissière de court terme. On a fait un plus bas que le précédent. Donc voilà, à court terme, c'est en tendance baissière. RSI en dessous de 50. Après, c'est pas distribué dans cette baisse, la récente. Et ça a été cumulé sur les 5. C'est léger tout ça, hein, c'est léger l'accumulation. Donc voilà, donc aucune idée de ce que ça va faire Reworld, hein. Moi, je m'attends à ce que ça revienne tester les 5. Sans news sur les chiffres. Donc, début de l'année 2023, il me semble, sur Reworld. Hein, ça devrait plus ou moins latéraliser entre 5 et 5,60. Voilà. Tu vois, moi, je verrais pas de raison à ce que ça performe plus tant qu'on n'a pas de nouveaux chiffres. Après, sauf si tous les indices reprennent de folie, je serais content, hein, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Ruby, moins 2,65% sur la semaine. J'en suis à moins 6,69. Oula, moins 6,69% depuis que je l'ai acheté. J'ai cru voir une news, oui. Donc Ruby, oui, avait acheté un acteur du photovoltaïque en France. Et là, ils acquièrent de nouveau une nouvelle entreprise, Mobexi. Voilà, donc ils avaient acquis Photosol en avril 2022. Et là, du coup, ils investissent dans Mobexi qui, eux, mettent des panneaux photovoltaïques sur les toitures sur les toitures. Voilà, ils achètent pour 2 millions d'euros. Ok, bon, je vous laisse voilà, faire une pause. Qu'est-ce que ça donne en graphique, Ruby? Donc Ruby, on a fait un point bas là, le 13 octobre pour l'instant, à un peu en dessous de 20 euros. Depuis, ça s'est bien repris. On a été taper la résistance à 24 euros. La tendance court terme reste haussière. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Les RSI est toujours au-dessus de 50. Donc, à voir ce que ça va faire. Il me semble qu'à ces prix-là, c'est des prix sympas pour un investisseur. Voilà, j'ai peut-être un biais, hein, je suis dessus, avec un PRU au-dessus. Donc, mais pour moi, c'est des prix intéressants. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. À court terme, là, et on voit bien qu'il ne faut pas casser la moyenne mobile court terme à 23,30 en clôture. Et il faudrait essayer de dépasser les MM200 jours, actuellement à 24,73, pour essayer d'avoir une impulsion haussière un peu plus forte. Ok. STM, elle a fait rien sur la semaine. J'en suis à plus 18% depuis que je l'ai acheté. J'ai pas vu de news. Donc STM, on est au-dessus des niveaux là, donc je vous parle depuis le début des vidéos. Donc c'est un peu cher pour moi à l'achat. Pour l'instant, on a préservé les 23,6 de Fibonacci en clôture, donc à 36,26. RSI toujours au-dessus de 50, c'est pas distribué. Voilà, donc un peu comme tout, hein, ça se cherche. Quelle direction va prendre le CAC? Peu de volume, peu de volume aussi haut. Voilà, hein, passer les 33 euros, c'est plus trop recherché, je pense.
À part les trend followers là qui sont rentrés à la question des mêmes 200 jours le 10 novembre avec du volume. Voilà, nous sur la chaîne on a acheté plus bas, hein, 31,30, 33. On attendait 28-29 pour compléter la position, mais on n'y a pas été. Donc ça latéralise, faut pas casser. Enfin, on peut aller plus bas encore, hein, et rester dans la tendance haussière de court terme. Donc à suivre. Crédit Agricole, elle a fait plus 0,8% sur la semaine, j'en suis à plus 2,86%. Je ferai un paquet de news. STM, il y avait une news. Innovation en vue au salon Electronica. Ouais, bon, ils vont présenter des innovations. C'est pas ça qui va faire changer le cours de bourse, hein. C'est pour ça que c'est pas une information, moi, une information pour les professionnels, quoi. On verra dans les chiffres s'ils se vendent leurs innovations. Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole, moi, la dernière fois que j'ai fait quelque chose, c'est je me suis allégé fin août. Donc à ces prix-là, plus ou moins, un peu en dessous, je dirais. Donc j'avais dit au rebond là que potentiellement elle risquait de partir sans moi, mais moi je me suis allégé en pensant à la récession en Europe. Je préfère rester sur une idée de récession en Europe et d'essayer de pouvoir choper les bancaires beaucoup plus bas le jour où on en parlera de récession en Europe. Donc peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il n'y aura pas de récession en Europe, qu'on va l'éviter et, euh, et que les marmottes mettent le papier d'alu, quoi, hein, mettent les tablettes de chocolat dans le papier d'alu, c'est possible, hein. Voilà, donc pour l'instant ça performe bien, ça latéralise là depuis qu'on a atteint les 9,75, ça latéralise, mais la tendance haussière de court terme est préservée avec un certain volume. Le RSI au-dessus de 50 depuis quand même mi-octobre, ça fait quelques temps, c'est accumulé. Donc j'ai sincèrement peur qu'elle parte sans moi et que je puisse pas me renforcer à 8 ou à 7 comme j'avais prévu. Je prends le risque, je suis dessus et voilà, moi je joue la récession, c'est mon scénario. Donc je joue mon scénario à fond. De toute façon, je n'ai pas beaucoup de cash, donc si je me trompe, je pourrais investir sur une autre société de belle qualité, un bon prix plus tard. Ok. Donc Equasens, elle a fait moins 3% sur la semaine. J'en suis à plus 26% depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news. C'est une fusée depuis qu'on a touché le point bas à 58 euros. Donc là, dans la latéralisation, de nouveau, on préserve les 23,6 de Fibonacci avec cette entreprise. Pour l'instant, on préserve même le support oblique que je lui avais mis. Très très bien. Mais on a quand même refusé de passer au-dessus des 200 jours là. Enfin, on l'a passé et ensuite on a réintégré le sud des mêmes 200 jours. Bon, RSI au-dessus de 50. Magnifique société. À ces prix-là, il me semble pas que ce soit dégueu pour un début de ligne pour un investisseur. Après, pour l'instant, c'est sous résistance oblique baissière, c'est sous MM200 jours, sous MM200 semaines. Et c'est une mid and small qui sont grandement chahutées ces temps-ci. Donc, faire gaffe. Voilà, donc moi j'ai dit que c'était un prix d'investisseur pour moi, mais j'ai acheté plus bas, hein. J'ai acheté à 60. Je me renforce pas à ces prix-là pour l'instant. Je vais attendre une consolidation du CAC plus importante. Voilà, pour voir, pour me renforcer dessus. Ok. Stellantis, elle a rien fait sur la semaine. J'en suis à moins 3% depuis que je l'ai acheté. J'avais cru voir une news, oui. Dernière news du coup. Ok, bon, petite news, hein. Ils acquièrent une start-up hongroise, donc il me semble sur les voitures autonomes. Voilà, pour accélérer dans la conduite autonome. Bon, pour moi, c'est une erreur d'investir dans les voitures autonomes. Je comprends le DG de Volkswagen là, qui dit qu'il remet en question le projet de voiture autonome. Je pense qu'il y a des acteurs sur le marché qui ont déjà mis des milliards, des dizaines de milliards depuis des années maintenant, qu'ils ont une avance, qu'il vaut mieux essayer de faire un partenariat avec ces entreprises-là. Je pense pas que Google ou Apple veulent
devenir des nouveaux constructeurs automobiles, je pense pas. Donc je pense que le mieux serait d'essayer de viser des alliances avec ces groupes. Voilà, c'est que mon point de vue. C'est que mon point de vue. Mais voilà, je suis pas dans le secret des dieux de savoir ce qui se passe dans le secteur automobile et tech, s'ils s'entendent bien tous et si un compromis est possible. J'en sais rien. Voilà, c'était que mon point de vue, c'était que mon avis. Stellantis. Alors, donc Stellantis, c'est en tendance neutre. C'est en tendance neutre depuis qu'on a touché le point bas du 5 juillet. Bon, donc on est passé au-dessus des M200 jours. C'est pas folichon, hein, ça latéralise. Ça latéralise depuis quelques mois. Là, depuis le mi-octobre, le RSI au-dessus de 50, c'est légèrement accumulé. Voilà. Moi, je voulais me renforcer à 11,50, on n'y a pas été. Donc, je vais attendre une autre opportunité. Il me semble que les sociétés industrielles, cet hiver, si l'Europe est en galère de gaz, ça a posé un souci. Donc, il y aura des opportunités. Voilà. Sachant que les politiques sont sortis du bois récemment, avec un certain nombre de personnes en disant, dans cet hiver, il n'y aura pas de problème. Le problème sera l'hiver 2023. Donc écoutez, je suis un investisseur de long terme, je vais être patient, je me renforce pas à ces prix-là. On est trop proche de mon PRU pour moi pour me renforcer pour que c'est un intérêt. Je vais attendre que ça descende beaucoup plus bas que mon PRU pour me renforcer. Et si ça y va jamais, bah, écoutez, déjà je serais hyper surpris. Euh, et sinon, il y aura d'autres opportunités sur les entreprises, hein. Il ne faut pas se forcer. Ok, donc on était où? Stellantis, c'est bon. Cumulus Vape, elle a fait moins 0,40% sur la semaine. J'en suis à moins 24% sur le PEA. C'est sur le PEA que j'ai le moins bon PRU. Donc, j'en ai déjà parlé sur le CTO. Eurofins, c'est ma plus. Ah non, avec Atos. C'est l'une des plus grosses baisses de la semaine. Elle a perdu moins 7% sur la semaine. Il me reste 9% de gains. Et je suis très content de cette baisse parce que je vais peut-être pouvoir me renforcer sur Eurofins. Voilà, j'avais peur qu'elle parte un peu trop vite sans moi. Euh, Donc, il est possible hein, que même si on va pas à 5007, 5008, il est possible que je me renforce sur Eurofins. Parce que là, je trouve qu'elle est vraiment trop basse sur mon portefeuille actuellement. Ça m'embête qu'elle soit si basse. Ça m'embête d'avoir mis aussi peu. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc voilà, donc ça m'embête d'avoir mis aussi peu sur Eurofins. C'est qu'à part de 100 mois, avec seulement 300 euros dessus, 360. Donc voilà, donc c'est pas surprise si la semaine prochaine je suis rentré dessus, alors qu'on n'a pas été à 5008, 5007. Donc elle a cassé ses 38,2 de Fibo, hein, comparé aux autres qu'on a pu voir, hein, qui étaient pratiquement tout au-dessus des 23,6. Eurofins, non, elle a cassé même les 38,2. Elle a été, elle a été avec la mèche toucher les 50% de Fibo. Donc c'est pas non plus sur les entreprises qui baissent le plus qu'il faut se renforcer, hein. Au contraire, il faut se renforcer le plus sur les sociétés qui performent le mieux. Voilà, mais bon, je compte quand même le faire parce qu'on arrive en hiver. Il me semble qu'il y a une reprise du Covid, que j'ai déjà très très peu de sociétés dans le secteur de la santé. Euh, voilà, c'est une société de belles fondamentaux. C'est une big cap en plus, donc moi j'ai un peu trop de small and mid ces temps-ci. Je souhaite me renforcer sur les big. Voilà, donc voilà pour toutes ces raisons, pourquoi il est possible que je me renforce sur Eurofins. Donc je vais voir ce que ça fait. Il me semble qu'à court terme, là, en dessous de 66 euros, c'est quand même pas mal. Voilà, ça ferait 10% au-dessus de mon. Ah non, je suis pas à 10% déjà. Eurofins, pardon, j'en étais où? Ouais, j'en suis à 9%. Donc, voilà, si je me renforce à ces prix-là, il est possible que j'en prenne 3 ou 4 de plus pour me renforcer à ces prix-là. À ces prix-là, je trouve que pour l'investisseur de long terme, c'est pas dégueu. Peut-être que je fais du FOMO, hein, de nouveau, hein. Peut-être que ça va aller voir les 50 euros, combler le gap à 58. C'est possible. Écoutez, mais il est fort probable que je prenne les 300 euros qui sont prévus de ma liste de courses pour Eurofins
avant les 5008, 5007, parce que je la sens bien partir quand même cet hiver. Voilà, c'est mon point de vue, on verra. Ok, donc Métropole TV, elle a fait plus 5% sur la semaine, j'en suis à moins 16 depuis que je l'ai acheté. Donc j'avais acheté en spéculation, je me suis fait avoir comme un con bloqué le 26 septembre. Depuis, ça a touché un point bas là, aux alentours des 10 euros, et ça remonte. On était comblé un gap à 12,12, donc super. J'ai mis les Fibos comme toutes les autres sur la journée de vendredi, de jeudi, pardon, jeudi 17 novembre, mais elle, contrairement aux autres, elle a performé, elle a monté encore. Donc est-ce que ça va continuer? Sincèrement, j'en sais rien. Pour moi, elle est dans une résistance. Euh, voilà, donc les 12,20, la 12,30 sont une résistance dans la résistance, hein. On va dire ça comme ça. Moi, sincèrement, je vais attendre 9 euros sur Métropole pour me renforcer. Il va rien se passer sur Métropole pendant 5 ans, je pense pas. Ok, à ces prix-là, il y a un super dividende, mais voilà, moi, mon PRU est trop haut et je vais attendre une grave consolidation du CAC pour me renforcer sur Métropole, hein. Un crack, comme ça arrive tous les 10 ans, ou je sais pas, on verra. Mais voilà, je vais attendre les 9 quoi. Ok. Big Ben Interactive, Big Ben, elle a fait moins 6 sur la semaine, et j'en suis à moins 46% depuis que je l'ai acheté. Nikon a fait moins 5% sur la semaine, et j'en suis à moins 29% depuis que je l'ai acheté. Donc Big Ben et Nikon, j'étais amoureux. J'étais amoureux. La semaine dernière, on a vu ensemble le site internet de Big Ben. Donc depuis, je- mes sentiments passent un petit peu, hein. Donc j'ai pas prévu de les renforcer pour l'instant. Elles sont pas sur ma liste des courses. J'avais dit la semaine dernière que dès que j'ai un peu plus de cash, il faudrait quand même que je me renforce sur Big Ben. Pas sûr, hein. Pas sûr du tout. Voilà, moi, ce qui me plaît surtout sur Big Ben, c'est le côté Nikon, côté jeux vidéo. Là, il me semble qu'il y a quand même une opportunité, que ça fait 2 ans elle est maltraitée Nikon, et à juste titre, parce qu'elle elle fait pas ses chiffres et elle sort pas les titres à temps, les titres de ces jeux vidéo à temps. Voilà, donc j'espère qu'un jour ils vont les sortir, leurs titres, et que ça va enfin performer, hein, donc. Big Ben, donc on commence par Big Ben. Big Ben, donc grande tendance baissière depuis février 2021. Là, on est dans une résistance. Personnellement, jusqu'à présent, je l'avais dit, ça va en dessous de 7. Il est fort possible que je me renforce. C'est encore possible, mais je crois pas. Je sais pas. On verra sur le moment si ça y va. Déçu quand même par Big Ben. L'exceptionnel youtubeur Top Invest en a fait une vidéo. Donc j'invite à aller la voir. Donc, il prend pas en compte Nikon. Donc, attention, hein. Voilà, donc certainement que j'ai plutôt, je sais pas. Big Ben, je sais pas. Franchement, je sais plus. Je suis perdu. Nikon en tendance baissière depuis février 2021, depuis qu'ils ont annoncé Inaka. En 2021, ça n'a pas performé non plus parce qu'ils n'ont pas fait leurs chiffres, ils ont reporté des jeux. Et là, en 2022, donc de nouveau, ils ont fait des mauvais chiffres, dû au report des jeux. Donc j'espère qu'ils vont enfin les sortir leurs jeux, quoi. On a des plus bas historiques, on est en train de créer des plus bas un peu chaque semaine, un peu plus bas chaque semaine. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a un support à 2. Il n'y a pas encore été, mais il y a un support à 2. On peut se le mettre vite fait. Voilà. Bon. Et allons-nous casser ces plus bas la semaine prochaine? Écoutez, c'est possible.
c'est possible. Attendre plutôt que graphiquement ça se retourne, ce sera mieux, hein. Comme je l'ai dit pour je sais plus quelle entreprise, les couteaux qui tombent, ça met des mois à se planter. Un peu comme ça, hein, donc vous voyez, même là, on a eu des opportunités de se renforcer dessus avant de retomber. Malheureusement, mais un couteau qui tombe, c'est plus ou moins ça. Après, ça latéralise et normalement, ça se reprend, sauf quand ça déçoit de nouveau ou ça performe de nouveau pas très bien. OK, bah, écoutez, on a fait le tour des vidéos, des portefeuilles, pardon. Je crois que j'ai rien prévu de plus. Non, OK. Bah, écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là, c'est super sympa. J'espère que vous avez mis des pouces, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à la regarder, que moi j'ai pris de plaisir à la faire. Et on se retrouve pour à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, prenez soin de vous, ciao.